moi, je vais vous parler d'un aspect singulier et relativement secondaire de Kira Kiralina, qui n'est pas le souffle littéraire qui en fait l'intérêt de sa lecture, mais d'un tout autre aspect. Les fûts des canons mortiers 220 des établissements Schneider du Creusot et ceux de la Digberta du conglomérat allemand Krupp n'étaient pas encore refroidis qu'à la quiétude relative de la belle époque succédait l'effervescence créatrice des années folles. Au carnage de la Grande Guerre répondait une lueur venue de Russie qui allait enflammer les passions tout au long du siècle. Dans la littérature, le goût des lecteurs se tourne vers les romans d'aventure, les récits de voyage, un nouvel exotisme et un renouvellement des formes littéraires. L'attribution du Goncourt en 1921 au roman anticolonialiste de René Marsan, Batouala, véritable roman nègre, fait scandale. En 1924, André Breton publie Le Manifeste surréaliste. L'introduction en France des œuvres de Joseph Conrad, grâce à André Gide, ou les traductions des récits de Jack London traduisent entre autres cet engouement pour un ailleurs. C'est dans ce climat que paraît en mai 1924 Kira Kiralina, premier roman d'un vagabond roumain devenu écrivain grâce aux encouragements et à l'amitié du prix Nobel Romain Rolland. Celle-ci va s'exprimer dans une ample correspondance, véritable œuvre littéraire en elle-même. Vous pourrez en prendre la mesure par la lecture d'extraits qui en sera faite en fin d'après-midi. Le succès de ce conte, qui tient tout autant du roman picaresque que du roman d'apprentissage, est immédiat et populaire. Traduit dans près d'une vingtaine de langues, ce récit au nom exotique et étrange fera connaître à un large public un aspect méconnu de la Roumanie. Romain Rolland ne s'y était pas trompé lorsqu'il écrivait à Panaïti-Strati. Vous êtes né conteur, grand conteur d'Orient, et j'estime ce don au-dessus de tout autre en art. Aucun livre ne me charme peut-être autant que Les Mille et une nuits. C'est bien ce qui m'a enchanté la première fois que j'ai lu Kira Kiralina. Là, c'est pas Romain Rolland, c'est moi qui parle. Précise parce que la citation. Et j'en suis sûr, c'est ce qui vous émerveillera aussi. Oui, je m'adresse à des personnes qui ne connaissent pas Kira Kiralina, mais il y en a peut-être qui ne l'ont pas lu dans cette salle. Aussi, après plusieurs lectures, je me suis posé la question. Mais où et à quelle époque exactement me transporte Kira Kiralina, plus que de le laisser entrevoir l'exotisme oriental de son décor, plus que de le laisser deviner les maigres indices du récit? Où était l'histoire avec un grand H dans toutes ces histoires? Aussi, je suis parti à la recherche de ce qui pouvait me mettre sur la piste de l'âge des deux principaux personnages, Adrien et Stavro, comparés à l'âge de leur auteur Istrati dans les aventures de sa vraie vie. Ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler les multiples histoires, imbriquées les unes dans les autres, qui fait qu'on éprouve un vif plaisir à sa lecture et une sympathie spontanée pour ces figures profondément humaines. Je m'appuierai sur les premières impressions de Romain Rolland à la lecture du manuscrit de 403 pages que lui a envoyé Panaïti-Strati en 1922. Je suivrai simplement, autant que faire se peut, l'ordre des 3 chapitres du roman en tentant d'en tisser pour vous la trame la plus sommaire. Le premier personnage qui apparaît dans Kira Kiralina est Adrien Zographie, double littéraire de Panaïti-Strati. Lorsque Romain Rolland a reçu les premiers manuscrits de Panaïti-Strati, il lui fait remarquer en décembre 1922. Adrien apparaît bien, au cours du récit, plus jeune que vous ne le faites dans le premier volume, en réalité de l'âge que vous aviez vraiment alors. Il y revient, Romain Rolland, en février 1923. Jusqu'à présent, le plus faible dans tout cela, c'est Adrien. Il est le moins vivant, le moins nettement dessiné. Je le crois bien, il est l'œil qu'on voit et l'oreille qui entend les drames des autres. Dans la vie, il est le plus fort, puisqu'il les raconte. Mais dans l'art, ce qu'il raconte est plus fort que lui, et il passe à l'arrière-plan. De fait, en dépit du titre générique « Les récits d'Adrien Zographie », dans Kira Kiralina, le principal narrateur est Stavro, dont le nom constitue le titre du premier chapitre du roman. Istrati avait prévenu Rolland. « Je me suis défendu de mon mieux,
vu que tout est calqué sur la réalité de mes souvenirs. Il y a du vrai jusqu'au nom des personnages, qui sont morts aujourd'hui ou au-delà de la portée des boulets littéraires. Il avait peut-être peur déjà d'un procès. Vous reconnaîtrez facilement l'homme qui porte le fils d'Ariane, ainsi qu'une partie, un ou deux, de ceux qui le suivent. Ils vivront et je raconterai leurs faits, leurs sentiments et leurs idées. Dans sa préface à Akira Kiralina, Istrati a cru bon de guider ses lecteurs. En attendant son histoire, Adrien Zographie ne fait en ce moment qu'écouter les histoires des autres. Écoutons avec lui, si vous le voulez bien. Allons donc à la croisée de la vie réelle d'Istrati et de celle, plus ou moins imaginaire, de celui qui raconte sa vie dans Kira Kiralina, Stavro. Nous sommes en 1902, dans une ville qui borde le Danube, Braïla, où est né Istrati il y a 18 ans. Il est apprenti dans la pâtisserie d'un Albanais, Kir Nicolas, où il a fait la connaissance d'un Russe, Mikhail Kazansky. Le Stavro de Kira Kiralina a 60 ans. Il est limonadier et salpedji, c'est-à-dire marchand ambulant de salep, boisson chaude typique de Turquie et du Moyen-Orient, préparée avec la farine de salep. Stavro propose à Adrien et Mikhail de l'accompagner dans une foire des environs de Braïla. Il a besoin d'un pâtissier qui fait des crêpes pour se placer à côté et vendre son breuvage aux clients qui ont soif. Et pour cause, surtout qu'il a pris soin de glisser dans la pâte à crêpes une poignée de sel. Au cours de cette escapade, les deux amis découvrent l'homosexualité de leur compagnon et l'origine de son âme tourmentée. Devant leur réprobation, ils se confient à ces deux jeunes associés. De l'âge de 13 ans à 25 ans, Stavro a parcouru le Moyen-Orient entre 1855 et 1867. Revenu en Roumanie, il pense trouver la paix intérieure en se mariant avec Tinkunza, fille d'un riche commerçant. Et, écrit Istrati, mater ses sens pervers et apprivoiser ses instincts devenus sauvages. Sujet de l'Empire ottoman dans des circonstances que le lecteur découvrira au dernier chapitre, il se procure des papiers roumains et devient Domnul Izvoranu, marchand de cuivrerie de Damas. Il espère ainsi se faire accepter dans sa nouvelle famille. C'est alors que Stavro va vivre le moment le plus tragique de son existence. Paralysé lors de la nuit de noces, il tombe malade lorsqu'un de ses anciens amis vient dénoncer son véritable nom et son homosexualité à son beau-père. Battu au sang par les deux frères de Tinkunza, il est jeté dehors. Ce début de Kira Kiralina est particulièrement apprécié par Romain Rolland qui écrit à Panaït Istrati. Il est dangereux et c'est d'un bien grand art de l'avoir su rendre non seulement acceptable mais émouvant. Il faut être, semble-t-il, bien aguerri déjà dans l'art d'écrire pour avoir réussi ce tour de force. Que votre instinct vous y ait conduit aussi sûrement est une des preuves les plus évidentes de votre maîtrise innée. Tout au long de ce premier chapitre, le lecteur s'aperçoit progressivement que le Stavro de 1902 est né Dragomir en 1842, fils d'un Turc et d'une Roumaine. Ce n'est que dans le dernier chapitre, intitulé Dragomir, que le lecteur saura comment et pourquoi Dragomir est devenu Stavro. Pour l'heure, abordons la suite du récit de Stavro avec le deuxième chapitre du même nom que le titre du roman. Dragomir Stavro et sa sœur, Kira, fuient la violence de leur père juste avant la guerre de Crimée de 1853-1856. Il a 11 ans et Kira 15 ans. Croyant naïvement découvrir la liberté, il tombe dans les griffes de Nazim Effendi, qui les couvre de somptueux cadeaux. Propriétaire d'un luxueux voilier ancré sur les rives du Danube, il s'avère être un pourvoyeur de chair de harem. Pendant 2 ans, Dragomir Stavro est contraint de se plier au plaisir de son bienfaiteur pendant que Kira est enfermé dans un harem de Constantinople. C'est là que s'interrompt Stavro qui promet à Adrien et à Mikhail de leur raconter un autre jour l'odyssée de ses pérégrinations à la recherche de sa sœur. Il ne le fera qu'au seul Adrien à l'ouverture du 3e et dernier chapitre titré Dragomir. Mais cette fois au Caire. Adrien a 22 ans, nous sommes en 1906. 1906, la même année où son auteur, Istrati, est parti dans la vraie vie, lui aussi à 22 ans, pour la première fois en Égypte. De 1907 à 1913, Panaït Istrati fera constamment des allers-retours entre la Roumanie et le Proche-Orient. Revenons, si vous le voulez bien, au roman.
Par le plus grand des hasards, Adrien rencontre Dragomir, qui a maintenant 64 ans, écrit Strati, dans un café-restaurant juif roumain, lieu cosmopolite fréquenté par des individus de toutes conditions et de toute moralité. À 14 ans, il s'échappe des chaînes de Navid Effendi. Nous sommes dans le roman. Pour tomber dans la prison dorée du charmant, irrésistible et poli familier Mustapha Bey, qui lui promet de retrouver sa sœur. 2 ans plus tard, il parvient une nouvelle fois à s'enfuir pour rejoindre Smyrne, Izmir aujourd'hui, avant d'atteindre Beyrouth puis Damas en Syrie ottomane. N'ayant aucun document qui prouve sa nationalité roumaine, il parvient à se procurer de faux papiers. Dragomir devient Stavro, Raya, c'est-à-dire sujet non musulman de l'Empire ottoman. Le destin lui envoie le Salpeji, Barba Yani. Et là, je cite Istrati, « Comme le soleil qui disperse les nuages et ramène la joie sur la terre, Barba Yani foudroya le mal qui rongeait mon âme et remplit mon cœur de santé. » Stavro a alors 16 ans. Ils voyagent ensemble, donc avec Barba Yani. Pardon. Ils voyagent ensemble de 1858 à 1866. 8 années de ma vie furent soudées à la sienne. Citation, Diyarbakir, Alep, Angora, Sivas, Erzurum, 100 autres petites villes et villages furent parcourus par nos 2 ombres. Nous ne vendîmes pas rien que du Salep. Tapis, mouchoirs, coutelleries, baumes, drogues, parfums, chevaux, chiens, chats, tout passa par nos mains, mais ce fut toujours le brave Salep qui nous tira de la misère. En 1867, Stavro retourne en Roumanie, à la mort de Barba Yani. La nostalgie de cette habité perdue et le désir de chercher malgré tout une affection, je cite Istrati, me décidèrent à retourner dans mon pays, à m'approcher d'un être humain, à l'aimer comme j'aimais Kira et ma mère, comme j'aimais Barba Yani. Mais cela a été, vous le rappelez, l'histoire de Stavro le forain. Ce sont les dernières phrases de Kira Kiralina, la boucle est bouclée. Panaït Istrati a puisé dans ses rencontres lors de ces 6 années où il a vagabondé au Proche-Orient entre 22 et 29 ans pour façonner les 1001 histoires qu'il y a dans l'histoire de Dragomir Stavro Domnul Izvonaru. Il n'y a pas de solution de continuité entre le Stavro qui de 13 ans à 25 ans a parcouru le Moyen-Orient entre 1855 et 1868, lui, et l'Istrati qui de 22 à 29 ans entre 1906 et 1913, a roulé sa bosse dans les mêmes contrées. Panaït Istrati reviendra à ses pérégrinations moyen-orientales dans ses 2 derniers livres, Méditerranée, lever du soleil et Méditerranée, coucher du soleil. À partir de ces anecdotes savoureuses ou graves, se dévoilent toujours avec finesse les sujets des éternelles interrogations humaines et des questions éminemment actuelles. Le goût de l'ailleurs, la force de l'amour et de la bonté, la chaleur de l'amitié, l'attachement à la nature, aux paysages et aux animaux, la violence des dominants, l'homosexualité, le statut et le rôle des femmes avec la puissante figure de femme libre qu'est la mère de Kira, la sagesse avec Barba Yani, l'ancien instituteur devenu marchand forain. Le contexte historique n'apparaît subrepticement que 2 fois dans le roman. Une fois, nous l'avons vu, pour simplement citer la guerre de Crimée, et une autre fois au retour de Stavro dans son pays natal en 1867. Istrati précise, peu après l'entrée du prince Charles dans les principautés. Parent du roi de Prusse et par sa mère de Napoléon III, le prince Charles de Hohenzollern-Sigmaringen est proclamé prince régnant sous le nom de Carole Ier en mai 66. Il jouera un rôle majeur dans l'indépendance de la Roumanie, qui sera acquise définitivement en 1877. La Roumanie et le Proche-Orient de la seconde moitié du XIXe siècle sont l'arrière-plan où se déploient les aventures de Stavro et d'Adrien Istrati. Il y a là autant de plaisir de lecture que le thème à explorer en croisant l'œuvre de Panaït Istrati avec l'histoire roumaine et proche-orientale, mais ce sera pour un prochain colloque. Mais aucune glose ni aucun commentaire, aussi savant soit-il, ne remplace la lecture des textes. Aussi, pour conclure, je terminerai par un extrait où, à la fin de ce conte envoûtant qu'est Kira Kiralina, Stavro dit son adieu à sa vie aventureuse. J'arrive moins à lire là.
le beau et triste mon Liban. Rien que de penser à ce séjour d'un an, mon cœur se grise et saigne en même temps. Gazir, Gazir, et toi, Delpla, et toi, Harmon, et toi, Malmétein, et vous, cèdre au long, bras fraternel, qui paraissez vouloir embrasser toute la terre. Et vous, grelindiers, qui vous contentez de 3 poignées de mousse ramassées dans la fente d'un rocher pour offrir aux voyageurs errants votre fruit juteux. Et toi, Méditerranée, qui t'abandonne voluptueuse aux caresses de ton Dieu brûlant et qui étale ton immensité sans tache aux pauvres fenêtres des maisonnettes libanaises superposées à l'infini. À tous et à toutes, je dis adieu. Je ne vous reverrai plus, mais mes yeux garderont à jamais votre ludique et douce lumière. Cette lumière est ternie dans mon souvenir. La vie n'a pas voulu que ma joie soit complète, mais mon Dieu, où et quand la vie nous gratifie-t-elle de joie complète? Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, profitez-en. C'est un petit peu fastidieux, peut-être à l'écoute, de retrouver un peu donc, toute l'histoire bouleversée dans Kira Kiralina et d'aller chercher. Il faut être un petit peu, comment dire, un philologue notarial pour aller chercher les dates et les âges des personnages. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai. Je me souviens que dans la correspondance Romain Rolland, Panaï Strati, Strati confesse que la personne qui lui a inspiré le récit de Kira Kiralina, c'était la sœur de son grand-mère. Donc l'histoire a une dimension familiale, hein, une connexion entre la biographie et l'imaginaire. Et l'observation de Rolland était sur le récit, c'est une pièce de le grand théâtre élisabétain. La force de Stavro était pour lui comme une tragédie classique. Merci Lala pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions?